L'art doit-il être forcément dans un musée? Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'Honore ses trésors, on s'intéresse à l'art qui s'écrit sur les murs, à la fois le vidéomapping, mais aussi le street art. De simples graffitis au tag, eh bien, ils sont désormais devenus des incontournables pour embellir les murs de nos villes. De l'art qui est parfois éphémère et qui a aussi maintenant ses parcours touristiques. Avec Théodore Anjon, on a envie de partir à la découverte du street art avec notamment deux membres du collectif Renard, Mirek alias Pi80 et Nicolas alias Logique. Qu'est-ce que vous êtes en train de représenter? Les fans le reconnaissent, mais tout le monde ne le connaît pas encore. Alors, je suis en train de faire le portrait de Hamza Igaman. C'est une nouvelle recrue du club du LOSC. Ce mur-là, sur lequel vous êtes en train de faire votre dessin, de faire votre nouvelle œuvre, c'est votre mur à vous? C'est le mur du collectif? Ah non, pas du tout. C'est un mur qui est autorisé, donc qui est repeint régulièrement par plein de gens différents. Il est en libre accès, on va dire. D'accord, donc il se peut très bien qu'à la fin de la saison, il soit totalement recouvert par autre chose ou pour peut-être l'année prochaine. Un nouveau joueur. Oui, c'est ça, c'est possible. Pourquoi pas Giroud? Pourquoi pas Giroud? Vous faites vos dessins avec de la bombe. C'est vrai que c'est au début des années 2000 que vous avez pris votre première bombe en main pour dessiner? Ouais, c'est ça, au début des années 2000. Et après, je me suis orienté sur les portraits. Et ça, c'était plus vers 2011, 2010, 2011. Et comment vous vous êtes passionné pour le street art? En fait, je dessine depuis que je suis tout petit et à vrai dire, j'aime pas trop les pinceaux, tout ça, mais la bombe de peinture, c'est venu à moi naturellement. Et du coup, le street art, c'était parfait pour moi. Alors c'est rigolo ce que vous me dites, vous n'aimez pas trop les pinceaux parce que dans votre parcours, vous avez quand même fait l'ESSAT à Roubaix, l'école d'art appliqué, ce qui est incroyable, et vous n'aimiez pas la peinture. Non, la gouache, l'acrylique, j'étais pas doué. C'est plus le crayon, la mine de plomb, Rotring, tout ça. Mais le pinceau, et encore maintenant, je suis pas très doué au pinceau. C'est pour ça. Alors vous me dites que vous n'êtes pas très doué au pinceau. Moi, je m'y connais pas beaucoup en dessin avec de la bombe, mais c'est quoi la différence par rapport à la peinture? Et ça demande aussi plus de précision par rapport à la peinture, parce que il y a un pinceau, il y a différentes formes de pinceaux, différentes formes de poils. Là, la bombe, il n'y a pas différentes possibilités. Non, on peut changer les caps, les buses. Comme ça, on peut avoir des buses qui font des traits plus gros ou plus fins. Mais après, il faut un peu plus de précision, quoique au pinceau. Faut quand même, je dis pas qu'il faut pas, il faut être précis aussi au pinceau. Mais l'avantage de la bombe, c'est que la peinture ne se mélange pas. Donc on peut mettre une couche, ça sèche super vite, et après on peut repasser une autre couche par-dessus, et en 3 heures, on peut réussir à avoir un portrait comme ça. Parce que j'ai commencé il y a à peu près 3 heures là, ce portrait. Mais ouais, moi c'est vraiment, j'ai qu'un outil, c'est ça. Alors j'aime bien votre art parce que vous êtes dans l'art du portrait. C'est ce qui vous inspire le plus. On se souvient notamment d'une œuvre que vous avez créée à Arras, c'était le portrait de Jacques Delors. Oui, le portrait, en fait j'adore, c'est les expressions, juste l'expression du regard. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et aussi je peux passer une journée entière à essayer de faire les textures. Comme là, je vais passer mon temps à faire des petites gouttes de sueur et je peux passer une journée à faire juste des petits points et faire les aspérités de la peau. Et là, vous le représentez en pleine gloire. Il a marqué son but, c'est comme ça que vous l'imaginez, avec les éclairs derrière, la foudre, la joie. Il a mis son petit doublé là et comme souvent la déesse vous a accueilli avec des éclairs, donc j'ai fait un petit clin d'œil à ça. Voilà, des petits gimmicks du club du LOSC. Alors du portrait avec Logique, on passe à un autre personnage, c'est celui de Pi80. Mirek, lui, comment il s'appelle? Alors il s'appelle le personnage par rapport à mon nom d'artiste qui est Pi80. C'est un petit bonhomme bombe en fait qui a toujours un grand sourire, un grand smile que j'ai créé en faisant des ateliers avec des enfants. Moi je pense que dans la société dans laquelle on a besoin de quelque chose de positif aussi. On est dans une société assez sombre, donc je voulais exprimer quelque chose de plus positif. La chance qu'on a en fait quand on intervient dans la rue, c'est soit passer des messages, soit donner des expressions ou des choses. Enfin, moi, j'ai envie d'exprimer quelque chose de positif. La même question un peu qu'avec Logique. Vous aussi, c'est uniquement avec de la bombe que vous travaillez? Je suis passé par différentes pratiques. Je fais pas mal de pochoirs aussi. Mais j'ai fait du collage parce que légalement, en fait, vu que j'interviens dans la rue, j'ai pas envie d'abîmer ou de dégrader certains lieux. Donc le collage est plus simple, en fait, et pénalement, c'est moins risqué. Mais plein de gens m'ont déjà vu coller et m'ont dit tu vas plus vite à le faire à la bombe qu'à faire ton collage et ne serait-ce que le coller. Donc je reste quand même à la bombe, mais je fais attention aux supports sur lesquels j'interviens.
Alors la bombe aussi, ça a été un moyen durant cet été de raconter l'histoire et se souvenir de l'histoire des cités minières. C'est ce qui s'est produit donc à Lens dans le cadre du festival Les Charbonneurs pour raconter donc l'histoire des mineurs, un reportage de Clément Kaminski. C'est le résultat de 18 heures de travail pour Benjamin. On a voulu faire un couple de mineurs parce que là, c'était, si on veut vraiment symboliser la famille et la mine. Perché à une dizaine de mètres de haut, cet artiste valenciennois vient de réaliser une fresque monumentale. Mes grands-parents sont mineurs, j'ai grandi dans une cité des mines. Et ça me parlait à fond et dès que Parcy a lancé le concept, j'ai dit je suis chaud. Cette ancienne cité minière est vouée à disparaître. Autrefois pleine de vie, les logements se sont progressivement vidés de leurs occupants. Maurice a bien connu ce coron. Cet ancien mineur de 93 ans a vécu dans le quartier. Aujourd'hui, son visage restera même gravé dans les murs. Une cité bouillante par des quantités de copains, copines des mines, quoi, puisque c'était uniquement que des maisons habitées par des gens de la mine. Hein. C'est émouvant, quoi, parce que d'abord ça me rajeunit, j'aurais préféré être encore à cet âge-là, quoi. Hein. Mais à 93 ans, bientôt, ça change. Ils sont plus de 250 artistes, des Français mais aussi des internationaux, à avoir répondu présent. Objectif du festival, créer un musée à ciel ouvert pour rendre hommage au quartier et à son passé. C'est toute l'histoire de Lens. On voit des habitations nouvelles à côté d'habitations anciennes. Elles vont être certainement déconstruites en attendant l'idée du nouveau projet. Parler de la mine sur les murs de maisons d'anciens mineurs à côté du centre-ville de Lens, je pense que ça fait écho. Certaines de ces œuvres seront tout de même conservées, exposées dans des musées ou divers endroits de la ville. On était donc à Lens lors du festival Les Charbonneurs. Les Charbonneurs, il y a quelques membres du collectif Renard qui ont participé à ce festival. Exactement, en fait, on est assez fédérateur, donc on invite beaucoup d'associations du coin, de la région, et on est invité régulièrement. Donc j'ai été invité par Pars pour ce festival. C'était un honneur pour moi puisque j'ai mes grands-parents qui étaient mineurs, donc j'ai eu un grand plaisir à y participer. Mais on fait aussi, nous, pas mal de gros événements avec le collectif. On essaye d'être fédérateur. Justement, je vais en parler parce que là, il y a un beau renard sur votre suite. Ça date de la BIAM de 2019. Avant qu'on parle de la BIAM, c'est quoi le collectif Renard ? Avec un T. Collectif Renard comme renaissance de l'art. C'est un collectif d'artistes à la base où on essaye de donner accès à l'art pour tous et par tous. Pour tous, c'est en faisant la Biennale internationale d'art mural où on invite des artistes locaux, nationaux et internationaux à faire des grands murs dans l'espace public pour que les gens ne soient pas obligés de se déplacer, à vraiment donner l'art à tous. Et par tous, en faisant des ateliers d'initiation dans les collèges, lycées, maisons de retraite, enfin partout où il y a de la demande. On peut dire qu'aujourd'hui, le street art se démocratise en fait. Totalement, totalement. Par rapport à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années où c'était vraiment compliqué, ne serait-ce que par rapport aux bailleurs sociaux sur notre premier événement, c'était un peu compliqué à avoir les autorisations. Maintenant, la donne a changé. Ce sont les bailleurs sociaux qui viennent nous voir. Les mairies et le grand public surtout a changé son regard en fait sur le graffiti et le street art où c'est moins connoté vandale et négativement. C'est vraiment, on a la chance nous justement au moment de la Biennale d'être une semaine en bas des murs. Donc on a les gens du quartier qui viennent nous voir. On fait beaucoup de médiation justement et on change le regard de certaines personnes sur l'art. Est-ce que ça vous rend pas fiers, vous, les membres du collectif Renard, mais aussi tous les street artistes, de se dire que maintenant, le street art, il rentre dans les musées ? Et c'est même assez surprenant. Alors c'est surprenant, même si déjà dans les années 80-90, au niveau de New York, il y a eu certaines galeries qui ouvraient, ça restait une minorité des galeries. Là, il y a le musée de la piscine qui a invité Roubaix à faire une reproduction d'une œuvre. D'autres musées aussi s'ouvrent, le musée des Danses, enfin il y a beaucoup de musées qui s'ouvrent et c'est, je pense, un juste retour par rapport à ce qu'on a subi nos premières années où c'était un peu compliqué. Et ce regard-là qui évolue, c'est une reconnaissance en tout cas de l'investissement de tous les artistes qui pratiquent cette discipline. Alors c'est aussi un moyen peut-être de protéger les œuvres parce que là donc on est en extérieur. Ce sont des œuvres qui sont peut-être pas faites pour durer parce que il y a le temps qui passe, l'usure du temps. Alors je parle du temps, le soleil, la pluie par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des œuvres éphémères où on peut, vous parliez des villes qui font appel à vous, une ville peut vous rappeler en disant il y a eu un petit peu le soleil, la dégradé, où il a plu, est-ce que vous pouvez venir retravailler, ou on vous dit non, c'est éphémère et c'est un moment ? Alors, ça dépend du contexte, mais c'est clair que c'est un art qui est à la base et qui est totalement éphémère.
prendre autant de temps sur des œuvres qui sont dégradées, qui disparaissent, c'est un peu déprimant, mais on savait, c'était le but du jeu au départ. Le fait que ça évolue dans ce sens-là, ça donne envie de se dépasser encore plus, même si c'était déjà un dépassement de soi à la base, ça donne envie de donner encore plus en fait aux autres dans ce cadre justement, sachant que ça va être périn par la suite. Et on parle donc d'usure du temps, la météo, mais il y a aussi des fois des dégradations volontaires. Quand on a préparé cette rencontre, vous avez parlé de ce qui s'était passé à l'Issy-les-Noix, notamment avec les œuvres de Logique. Oui, malheureusement, ça peut être soit du collage, soit des gens qui sont un peu rageux et qui ont fait des moustaches sur des portraits que Logique avait fait il y a quelques années. Et suite à un reportage, le lendemain, en fait, il y avait eu des moustaches. Donc la mairie a demandé à Logique justement de revenir reproduire. Mais c'est les aléas, en fait, du travail dans la rue. C'est une fois qu'on a fini notre travail et qu'on s'en va, ça appartient à tout le monde. Donc forcément, on est confronté au regard de tout le monde et des plus critiques et des plus rageux, on va dire. Merci beaucoup, Pi80. On va vous laisser retourner avec notre petit bonhomme. Et puis nous aussi, on va vous emmener, parce que je vous parlais également, voilà, l'art est dans la rue, l'art on l'observe, on le regarde et on a même créé des parcours de street art, et notamment eh bien, sur le littoral, qui devient véritablement la place forte du street art avec Boulogne-sur-Mer, qui a célébré les 10 ans de cet art cette année, avec un parcours dédié, ou encore à Calais, puisque la Cité de la Dentelle devient un lieu incontournable de l'art de rue. Reportage avec Jérémy Maillot, et puis juste après, on va se retrouver avec Logique à LM pour une autre création, mais là, plus particulière. Difficile de passer à côté de ces grandes nacelles. 15 street artistes mettent leur empreinte sur les murs de Boulogne. C'est le cas de Liam Bononi, brésilien. Il réalise une fresque autour de la solitude des personnes qui migrent dans un pays totalement inconnu pour eux. L'occasion pour lui de délivrer un message tout en inscrivant son nom au festival. Il amène beaucoup d'artistes, de grands noms venus de tous les coins du monde. Pour moi, c'est un honneur de participer à ce projet. Quand tu peins un mur, un grand mur, ça apporte vraiment beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotions dans la ville. L'engouement des touristes ne cesse d'augmenter avec plus de 75 000 livrets distribués pour les circuits de visite. Cette nouvelle offre coûte près d'1 million d'euros en 10 ans de festival. Je n'aime pas parler de rentabilité dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la culture. Ce qui est vachement important, c'est que l'habitant aujourd'hui, c'est devenu vraiment un rendez-vous pour lui et ça n'a plus de prix. À une trentaine de kilomètres de là, les sprays de peinture sont aussi de sortie. Concé, artiste espagnol mondialement connu dans le milieu du street art, a décidé de poser ses valises à Calais. Ce festival rassemble de grands artistes, donc pour moi, c'était une opportunité de venir quand l'association Les Ateliers du Graphe m'ont appelé. C'est énorme pour moi d'être ici. Plus de 80 œuvres en 5 années de festival, Calais veut à son tour devenir un lieu incontournable du street art. Coût total de l'édition, 75 000 euros pour la ville, mais le retour sur investissement se ressent déjà. Les retombées, elles ne sont pas quantifiables financièrement, mais effectivement, on le voit, les touristes viennent, ils font ce circuit street art, il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on est démarché par des propriétaires privés pour nous mettre à disposition leur pignon pour réaliser des œuvres. Preuve que le festival a fait son trou. À la fin de l'été, ce sont plus de 180 œuvres de street artistes venus des 4 coins du monde qui orneront les façades d'une partie de notre Côte d'Opale. Boulogne-sur-Mer, Calais, voilà les villes du littoral qui sont dans le street art depuis maintenant un petit moment. Et puis on avait promis qu'on reviendrait avec Nicolas. Eh bien on est ici à LM et là, Nicolas, c'est pas une œuvre personnelle que vous faites, c'est une commande. Exactement. On est sur la décoration de la salle de sport de LM. Et la fresque a été, le thème de la fresque a été choisi avec les jeunes du conseil et les mois de la jeunesse. Donc on s'est mis d'accord sur un thème et on s'est arrêté sur des silhouettes de sportifs. Silhouettes de sportifs et tous les sports, les sports donc ballon, mais aussi le handisport également. Ça, c'était une demande de la part des jeunes ? Oui. Ils voulaient vraiment la diversité, donc aussi bien même du foot, basket, gymnastique. On essaye d'être diversifié. Là, il y a pour l'instant, donc au niveau des couleurs, du rouge, du vert, du jaune, du bleu, donc je suppose qu'il y a aussi une thématique olympique derrière ? C'est ça, on est parti sur des formes dynamiques en reprenant un petit peu le code, on n'a pas mis les anneaux, mais on a remis le code couleur des Jeux Olympiques, comme ça va marquer tout de suite en arrivant devant le mur, on va se dire ah, le code est reconnu. Alors vous allez continuer à travailler à la bombe puisque c'est votre outil principal de travail. Est-ce qu'il y a quand même un petit
quelque chose de personnel que vous allez apporter à cette œuvre, même si c'est une commande? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous? On reconnaîtra un peu votre style? Je pense pas qu'on saura que c'est moi parce que ça n'a vraiment rien à voir. Là, les silhouettes, moi je suis plus dans les détails. Là, ça va être vraiment simple et efficace, on va dire. Donc c'est le jeu aussi des fois. On fait un peu plus de la commande, mais ça me plaît aussi de diversifier aussi. On va donc vous laisser travailler, on va vous regarder travailler, et puis après on va continuer avec cet art qui s'inscrit sur les murs, mais cette fois-ci ce sera avec le vidéo mapping. Les rencontres audiovisuelles donnent vie à nos murs. Ici à Mazingarbe, les préparations sont en cours pour un événement visuel totalement gratuit qui attire de plus en plus de curieux, le vidéo mapping. Et je suis donc avec Samuel Gaden. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes technicien pour ce vidéo mapping. Quel est votre rôle précis en fait dans ce grand barnum? Alors moi là ce soir en tant que technicien vidéo et caleur, en fait j'ai participé, on est parti de l'entrepôt avec tout le matériel qui a été préparé en amont par la régie technique. Et donc ici on vient installer les vidéoprojecteurs, installer ce qu'on appelle la régie vidéo. Donc on a un ordinateur qui va envoyer les flux vidéo vers les... Là on a 4 vidéoprojecteurs ce soir par exemple. Donc là on fait tout le montage électrique, on teste les signaux vidéo et on vérifie que tout fonctionne. Ensuite on attend la tombée de la nuit et donc là je suis aussi ce qu'on appelle le caleur. Parce qu'il va falloir ensuite travailler sur ordinateur pour adapter vraiment les projections au bâtiment. Parce qu'on a toujours des déformations, des soucis de perspective, etc. comme on est sur de l'image projetée. Ça veut dire que là, après le travail, lors des répétitions, je vais les appeler comme ça, ça va être de caler au millimètre près pour que tout soit parfait avec la façade, enfin le mur de la mairie qui est juste derrière nous. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un travail de technique la veille. Mais ensuite, ce qui va jouer, c'est si l'artiste a bien respecté le gabarit du bâtiment qu'on lui a fourni. Et donc s'il a bien animé avec, nous, normalement, on va pouvoir tout recoller très précisément. Donc au plus près possible, hein. Des fois on a toujours des petits décalages, ça peut arriver. Mais on essaie de faire en sorte de vraiment pouvoir créer l'illusion, la magie va marcher quand l'animation et le bâtiment sont parfaitement alignés. Là on est dans un marathon puisque donc vous avez une soirée de préparation si je puis dire. En fonction de la complexité de l'installation, on peut avoir des fois plusieurs jours pour le calage. Là en l'occurrence on n'a que ce soir, donc ouais, on va rester ensuite jusqu'à ce que... toute la vidéo marche au mieux possible et ensuite demain on revient et on n'a plus qu'à lancer entre guillemets. Alors le show. Là il fait frais, il fait bon. Quels sont les ennemis que vous pourriez rencontrer pour la projection? Je veux dire que là c'est dépendant de la météo. Si jamais il se met à pleuvoir dans la nuit ou demain, tout est prêt pour que ça puisse quand même se faire? Ouais, alors souvent on travaille avec des containers qui ferment complètement pour pouvoir sécuriser un peu le matériel parce que c'est quand même du matériel électrique et sensible. Là en l'occurrence, d'ici demain ça devrait aller. On a à côté là des barnums qui ferment. Et ensuite au niveau de la météo, c'est comme toutes les activités un peu d'événementiel en extérieur. S'il y a un gros orage, on va devoir annuler. S'il y a trop de vent, on va devoir annuler. Et s'il pleut, des fois on peut maintenir, mais c'est des fois peut-être le public qui va moins venir. Un grand merci Samuel Gaden. On va vous laisser terminer l'installation avec votre équipe. Et puis le temps pour nous d'assister un petit peu aux répétitions. Et puis après une belle nuit de sommeil, Théo, vous allez pouvoir donc assister ici à Mazingarbe à ce nouveau vidéo mapping, donc des rencontres audiovisuelles. Une bonne nuit Emmanuel, et ça y est, je suis prêt pour ce show ici à Mazingarbe. On va pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps, le vidéo mapping ici à Mazingarbe, on y va.
Mazingarbe, alors ça nous fait remonter des souvenirs. Quel type de souvenirs? Quand on était enfant, ce qu'on nous a raconté, moi j'ai accouché mon fils ici, c'était à la maternité de Mazingarbe. C'est mes parents et donc c'est vrai on a toute une histoire, ils l'ont recréé, c'était intéressant et en plus ils ont vécu générationnel et moi j'ai travaillé ici aussi donc voilà, comme ça c'est parfait. On revoit son histoire puisque avant d'être la maison du directeur général des mines, c'était d'abord la maison du directeur général des mines et ensuite une maternité. Avant d'être la mairie, ce vidéomapping retrace donc son histoire. Et c'est vrai que pour les Mazingarbois, c'est bien de le voir. C'est sympa de voir du coup un des édifices de la commune décoré un peu dans ce style-là. Vous aviez déjà vu des vidéomappings avant? Oui, si, maintenant on avait été faire celui de la cathédrale d'Amiens. Donc c'est un des seuls qu'on a fait d'ailleurs. Mais ouais, si, top, franchement. On est assez friands de ce truc-là. On retrouve Antoine Magnier, vous êtes le directeur du festival et des rencontres audiovisuelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'a pas un temps exceptionnel, mais en tout cas, c'est toujours un moment assez merveilleux pour vous de concrétiser dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, un vidéomapping. Oui, tout à fait. En plus, c'est une nouvelle ville qui a rejoint le festival cette année, une chouette architecture. Ce qui est important, il faut que le support se prête aussi au mapping. Donc voilà, malgré la météo qui n'est pas avec nous, il y a du monde et on est content d'être là. Alors on est fin octobre, c'est la fin de cette 8e édition qui s'est déroulée donc d'avril à octobre avec beaucoup de dates, beaucoup de villes de la région. C'est important pour vous d'avoir un programme itinérant surtout? Oui, l'idée c'est vraiment de faire découvrir le mapping à tout le monde et donc d'aller aussi vers le public. On ouvre à Lille avec beaucoup de monde, beaucoup de mapping, mais tous les gens, toutes les personnes de la région ne peuvent pas venir jusqu'à Lille. Donc l'idée c'est vraiment d'aller vers les publics et puis c'est aussi une façon de mettre en lumière le patrimoine de la région. C'est dur de trouver chaque dessin, chaque show pour chaque lieu et chaque édifice. En fait, chaque mapping est une création originale, parce que le mapping doit être vraiment pensé pour son support. Donc chaque étape du festival, c'est des créations vraiment faites spécifiquement pour le bâtiment, la ville, son histoire ou les thématiques du territoire. Oui, parce qu'on ne peut pas le reproduire. 8e édition cette année, c'est désormais une filière qui est bien structurée. Oui, c'est une belle filière. Maintenant, les Hauts-de-France sont dans le top 10 international. On a un bel écosystème avec plein d'artistes différents qui travaillent différentes techniques, différentes écritures. On a aussi beaucoup de techniciens. Donc oui, ça devient un beau pôle international du mapping. Il y a un renouvellement naturel avec des villes qui entrent et qui sortent et puis des bâtiments qui changent. Donc une architecture différente égale création et impression différente. Et après, c'est sur les créations mapping en tant que telles, évidemment. Donc à trouver des nouvelles écritures, des nouveaux univers graphiques, des nouveaux univers sonores. Merci beaucoup Antoine Magnier et merci à Emmanuel Calafiore qui nous a accompagnés pour ce long format avec, on l'espère, avec ce nouveau numéro d'Honore ses trésors. On vous en aura mis plein la vue. Street art, vidéo mapping, parce qu'on a vu les deux. Quand nos murs s'animent, cela rend nos communes bien plus belles et cela nous permet aussi de lever les yeux et d'admirer tout ce qui nous entoure, surtout les rues et les murs. On vous dit à bientôt sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.